Bonjour, je suis Aïcha et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous accueillir sur Jigéen sans tabou, le podcast qui donne la parole à des femmes résilientes ayant eu des parcours de vie hors du commun. Des femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu et de leur stratégie de résistance. Ici, mes invités se confieront avec beaucoup d'émotion et feront preuve d'une résilience à toute épreuve. Sur Jigéen sans tabou, on parle sans langue de bois afin de libérer la parole dans un environnement bienveillant et intime. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et du coup, après, le procès arrive. Oui. 4 ans après 4 ans et demi, ouais. L'attente, elle a dû être longue. C'était... Ouais. Et la particularité, justement, par rapport au deuil, c'est que je dis bien que le deuil, il est unique. Et, par exemple, là, Idrissa est décédé, mais pour une même personne qui est décédée, il y avait toute une manière différente de gérer, en fait, la situation par rapport aux personnes. C'est-à-dire selon le lien que la personne elle entretenait, il dit il avait sa maman, donc elle vivait son deuil de parents, de perdre son enfant. J'imagine même pas qu'est-ce qu'on peut ressentir. Son père aussi a perdu son enfant, son ami, comme il dit, son confident, ses sœurs et frères, ils vivaient, c'était un autre lien encore. Bien sûr. Ses amis proches, ses amis très proches l'ont aussi très mal vécu. Donc, je veux dire, on est tous différents. Vécu, ouais. On a perdu la même personne, mais on a eu tous une façon différente de vivre cette perte. Et moi aussi, du coup, mon fils aussi, parce que lui, du coup, il a perdu à 13 mois. Donc, son deuil, lui, est évolutif, donc en fonction de son âge. Donc, voilà, on a tous une différente façon de vivre cette épreuve. Et la particularité, justement... d'un homicide au sein des quartiers populaires, c'est qu'il y a une justice derrière. Une justice qui prend énormément de temps. Ce qui retarde aussi le bon cheminement, en fait, de ce processus. Ça peut mettre énormément de temps. D'accord. Pour des homicides qui ne sont pas élucidés, des choses comme ça. Moi, il y a eu 4 ans et demi qui se sont passés, mais c'était intense au niveau émotionnel. Même s'il y avait l'association, voilà, de savoir que la justice n'a pas encore été rendue, forcément, on ressasse. Et donc, le procès a eu lieu en 2016. Je voyais pour la première fois. Et en fait, il s'est passé en 2 fois parce que la première fois, c'était au mois de janvier. Mais ils ont repoussé. Ouais. C'était la journée, ouais. Ils ont repoussé parce qu'il n'y avait pas assez de jours. Ils avaient mis 3 jours et il fallait qu'il y ait plus de jours, parce qu'il y avait trop de témoins. Et donc, du coup, après, il a été reporté au mois de septembre. Donc, je l'avais vu une première fois. D'accord. Mais Dieu fait bien les choses, parce que le fait de l'avoir vu la première fois m'a permis de me préparer. Apparemment, le procès, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre. De mettre un visage sur la personne qui a pris la vie de celui qu'on aime, c'est lourd. Le bien que j'ai trouvé dans ça, c'est que ça m'a permis de prendre conscience la souffrance que j'allais ressentir pendant cette épreuve. Oui, parce que du coup, tu déménages par la suite chez tes parents. Exactement. Okay. Et là, j'ai été très lucide sur ce que j'allais ressentir. Je me suis dit, bon, c'est le moment de partir. J'ai besoin d'être entourée. Je sens que je vais chuter. Je sens que la chute, elle va être terrible. Et pour ça, je décide de vendre mon bien. Et du coup, je retourne chez mes parents. Ça s'est vendu très vite. 3 mois, c'était vendu. Et du coup, je retourne chez mes parents, où là, je reçois tout l'amour. L'amour mais vraiment, les parents, c'est sacré. C'est sacré. J'ai reçu énormément de soutien de ma famille. Et du coup, on arrive au mois de septembre. J'arrive au procès et j'étais déjà mieux. T'étais mieux préparée? Mieux préparée, mais surtout pendant cette période où j'ai déménagé, j'ai fait un travail de pardon. Parce que je savais que si j'y allais avec une haine, ça allait être terrible pour moi. Donc ça a été bénéfique que ce procès soit repoussé, parce que du coup, j'avais pris conscience que vraiment c'était éprouvant. J'avais déjà commencé ce travail de pardon, mais j'en ai encore plus pris conscience lorsque j'ai vécu cette première journée.
Et donc, on arrive au mois de septembre. Je le revois du coup pour la deuxième fois. Je sais que je me prépare à une semaine d'épreuve où j'apprends toutes les circonstances du décès. Et là, c'est violent. C'est très violent. Du coup, il y a les médecins légistes qui expliquent l'impact le rapport de l'autopsie, le rapport. Tout ça, okay. Donc, tout ça, c'est ultra violent. Mais je reste très calme. Tu as des réponses à tes questions à ce moment-là ou Oui, je prends conscience il parle, que... Oui, ouais, okay. Très arrogant au départ. Parce que, voilà, je pense qu'il fallait faire face aussi. Hein, il a reconnu les faits, il était pas dans le déni ou... Pas tout de suite, non, il a pas... D'accord. Oui, il reconnaît le fait d'avoir tiré, D'accord. mais qu'il visait pas volontairement mon mari. Mais après, il s'est avéré que finalement, vu la distance d'où il était, il savait que... Voilà, okay. Il avait bien visé. Mais ce que je retiens de ce procès, c'est pour moi une libération supplémentaire. D'accord. Parce que je témoigne pendant ce procès-là. Je dis tout ce que j'ai gardé dans le cœur pendant ces 4 ans et demi. Et du coup, je libère mon cœur. Mais vraiment, je ressens rien, en fait. Enfin, tu as réussi à pardonner. J'avais réussi à pardonner. Je lui ai exprimé ce que je ressentais. C'est-à-dire que j'avais pas besoin d'avoir plus de haine contre lui parce que il a gâché sa vie, en fin de compte, en faisant cet acte-là. J'avais même de l'empathie pour sa mère parce que, du coup, aucune mère ne souhaite que son enfant puisse tuer une autre personne. Donc, de l'empathie aussi pour son grand frère, un peu moins pour son petit frère, qui avait un côté aussi très arrogant. Mais je garde tout ça, vraiment, le côté où je m'étais autorisée à être heureuse, en fait. D'accord. Je m'autorisais à m'accorder du bonheur et ça passait par le pardon. C'était nécessaire pour être bien et aujourd'hui, et puis voilà, dès lors que j'avais compris que de toute manière c'était son destin et que c'était, voilà, même si elle a été causée par une tierce personne, ça devait arriver. Et sans indiscrétion, il a pris combien? 18 ans de réclusion criminelle. Donc bientôt, il peut sortir à tout moment. Et ce que j'avais aussi dit, c'est que il était important pour moi que le procureur, le juge m'accorde du temps nécessaire pour éduquer mon fils, en fait. Je voulais l'éduquer dans l'amour et non dans la haine. Bien sûr. Et je leur demandais du temps pour ça. Et chose faite, hein, je me dis pas que c'est peu, c'est plus ou quoi, je me dis rien de tout ça. Justice a été rendue parce que ça m'a pas soulagée par rapport à la perte de mon mari. En soi, c'est pas ça qui m'a Il aurait pris 30 ans, ça aurait rien changé en fait pour moi. Vraiment, peut-être juste le fait de me dire que mon fils, voilà, j'ai plus de temps pour éduquer mon fils en fait. Juste dans ça, parce que le fait, il est là, mon mari, il est parti en fait. T'as déjà pris perpète. Exactement. Donc 30 ans, 18 ans, enfin pour moi vraiment ça n'a pas d'impact dans mon avancement en tout cas. D'accord. Et après le procès, qu'est-ce qui s'en est suivi? Enfin, t'es retourné vivre chez tes parents? Ouais, c'est là où j'ai pris conscience que l'association me conditionnait en fin de compte à rester dans cette tragédie. Parce que j'avais pris conscience vraiment qu'au finalement, j'étais partie pour une cause, mais chacun reprenait son quotidien, chacun... Bah oui, à un moment donné... Voilà. Au départ, tous ceux qui étaient là et qui voulaient mettre en place... qui donnaient l'impulsion. Au fil des années, tout s'estompe en fait. Les gens reprennent leur quotidien, les gens ne sont plus là pour la cause réellement. Et au final, je devais mener ça toute seule en sachant que c'était pas un engagement personnel à la base. Ça m'a aidée, mais je pensais que là, j'étais arrivée à une étape de ma vie où il fallait que je passe à ma reconstruction. Et ma reconstruction, elle passait par le personnel d'abord. Je m'étais oubliée pendant toutes ces années et j'avais besoin de revenir à moi. Du coup, tu as fait un énorme travail sur toi. Ouais. J'ai donc dit à mes proches que j'allais me retirer de l'association, qu'elle devait perdurer et que d'autres devaient aussi la mener, aussi prendre le relais, en fait. D'autres devaient prendre le relais. Et du coup, je me suis concentrée sur moi. Et c'est passé par quoi? C'est passé par le fait réapprendre à me connaître. D'accord. Être à l'écoute de moi,
Donc j'ai cherché à beaucoup plus m'approcher du tout ce qui est spirituel, développement personnel, à réapprendre à me connaître parce que j'étais perdue en fait. D'accord. J'étais perdue entre ce que j'étais devenue et la femme que j'étais à 30 ans. C'est comme si ma vie elle était mise sur pause et que j'avais arrêté de vivre, que j'étais dans la survie. Pendant 4 ans Pendant 5 ans. 5 ans Ouais, j'étais dans la survie parce que une fois que le procès est passé, j'ai été en chute libre, hein, vraiment. Même si j'avais pardonné, les émotions, tout ça ça m'a un peu effondrée. Du coup, j'ai le temps de remonter un petit peu. Et là, j'ai commencé ce travail de développement personnel où j'ai renoué avec moi. J'ai commencé à écrire. Là, j'ai commencé l'écriture pour pouvoir justement parler de mes émotions, de ce que je ressentais. D'accord. Et je commençais maintenant à donner du sens à ce qui m'était arrivé, à me poser des réelles questions. Les rencontres que j'avais faites pendant toute cette trajectoire, notamment Brice, une rencontre exceptionnelle qui est décédée d'une crise cardiaque et qui m'avait appris justement à me recentrer sur moi-même. Et du coup, tout ce travail, tout ce cheminement prenait sens en fait. Et là, j'ai cette phase de reconstruction, vraiment, j'ai passé du temps à voyager avec mon fils, à vivre vraiment ma vie de famille sans extra à côté. Et du coup, voilà, à renouer avec moi, apprendre à me connaître en passant justement par des outils de développement personnel, toutes ces choses-là. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que durant cette période, tu as été voir un psychologue ou... Au début. D'accord. Tout au début, j'ai vu un psychologue. D'accord. Alors, j'ai commencé à faire 1 ou 2 séances. C'est pas quelque chose qui te... Ça me faisait rien de particulier. En fait, j'avais tellement d'entourage à la maison que je me dis, bon, ok. Ce sont mes psychologues. Ce sont mes psychologues. Mais vraiment. Okay. J'avais l'association. En fait, j'avais du monde autour de moi. L'association, je trouvais que pour parler, j'avais de quoi parler, en fait. J'avais de quoi... autour de moi, j'avais le nécessaire, des ressources externes pour m'aider à me libérer. D'accord. Donc, je n'avais pas trouvé d'utilité avec le psychologue. Quelques années plus tard, j'ai refait appel à un autre psychologue quand j'étais dans cette phase un peu dans l'approche du procès. Et pareil, j'ai fait 1 ou 2 séances et puis après, ça... Oui. Et finalement, en fait, ça s'avérait... j'ai été dans le bon cheminement, bien sûr. Dans le bon cheminement entre guillemets, mais ce que je veux dire, c'est que le processus, il était normal, en fait. D'accord. De ressentir parfois du manque, l'absence qui fait mal, c'est normal, en fait. C'est à la hauteur de l'amour que j'avais pour mon défunt mari. Donc, il y avait rien de plus normal que de vivre les émotions que je vivais. Donc, non, j'ai pas poursuivi. Mais parce que j'avais l'entourage pour me libérer. Je le précise bien, parce que quand on est isolé et qu'on ne parle à personne, ça peut être vraiment très, très, très utile et il ne faut pas hésiter à en solliciter un. Du coup, après cette quête de sens, de reconstruction et tout, tu vas te former dans l'accompagnement du deuil. Dans quel but, en fait En fait, quelques jours après, je suis passée par une épreuve. La communication, l'annonce à mon fils. Je m'explique. Mon fils, comme je vous ai dit, il a perdu son papa, il avait 13 mois. Au départ, quand il était à la crèche, il a été suivi par un pédopsychiatre. Et du coup, il avançait. Il me disait que il avançait bien, qu'il n'y avait pas de problème apparent, tout se passait bien. Donc, les conseils qu'elle me donnait, c'est que il fallait que je pose les mots, que je sois claire avec mon fils et que je n'hésite pas, en fait, à poser le mot mort, décès, ce que j'ai fait. Sauf que en fonction de son âge, la mort, on ne le perçoit pas de la même manière qu'un adulte. Donc, j'ai agi en fonction de son âge. Donc, je ne lui ai pas expliqué toutes les circonstances du décès au départ. Je lui ai dit que son papa, il était décédé, qu'il était mort et qu'il ne reviendrait pas. Toutes ces choses-là, je lui ai expliqué depuis son bas âge. Sauf que je ne suis pas rentrée dans les détails. Plus il grandissait, plus il me demandait des précisions. Il posait des questions. Plus il grandissait, plus moi... par rapport à la façon dont il réagissait, j'apportais des éclaircissements. Et à un moment donné, quand c'était trop violent, je me disais, je te raconterai un peu plus, je te mentirai jamais, je lui précisais tout ça. Je te mentirai jamais, sache que je te mentirai jamais, mais en fonction de ton âge, je pense que là, tu pourrais pas comprendre, donc je t'expliquerai un peu plus tard, quand tu seras en mesure de comprendre. À ses 7 ans, il commence vraiment à me demander, ça y est. Pourquoi Exactement. Il m'a questionné. Et là, je me suis lancée quand il a eu 8 ans.
je lui ai expliqué avec exactitude tout ce qui s'était passé. Le procès, tout ce que j'avais entendu, les détails. Et ça m'a mis une vraie claque parce que du coup, quand j'ai vu mon fils, c'était comme si je venais de lui annoncer la perte de son père. D'abord, la première chose, sa réaction, c'était il s'est effondré, il a crié. Il ne comprenait pas comment on pouvait retirer la vie de quelqu'un, comment on pouvait être armé et comment on pouvait tirer sur quelqu'un. Et après, il s'est ressaisi et il m'a dit « Mais je sais, maman, c'est la volonté d'Allah, c'est la volonté de Dieu. Donc, je suis triste, ça me fait mal, mais je sais que c'est la volonté de Dieu. » À ce moment-là, il a quand même mis des mots sur une souffrance. Oui, il a d'abord bien pleuré et après, il s'est ressaisi tout seul. Et après, je lui ai précisé quand même, je lui ai dit, tu sais, on va parler de tes émotions, de tout ce que tu vas ressentir. Et ça, je sais que tu n'es pas seule. Tu as tes tontons, tes tatas, tu as moi, tu as Dieu. Tu peux t'exprimer, tu as le droit de pleurer. Ne t'empêche pas de pleurer quand tu le ressens. Et je l'ai rassuré derrière. Il voulait savoir si le meurtrier courait toujours ou s'il était en prison. Je lui ai bien dit qu'il était en prison. Mais voilà, tout de suite, il a cette sécurité de se dire, bon... Au moins, il est en prison, mais combien de temps il va rester? Est-ce qu'il va ressortir? Et quand il va ressortir, comment ça va se passer? Tout ça. Et donc, ça le faisait peur. Donc, à partir de là, j'ai pris la décision de pousser la réflexion, de dire... quand même, ça m'a un peu bousculé de passer, en fait, de celui qui reçoit l'annonce à celui qui doit l'annoncer. Et là, j'ai décidé de me former à l'accompagnement du deuil. Au départ, c'était dans une démarche personnelle. Comprendre, moi, ce que j'avais vécu. C'était dans ma reconstruction, en fait. Bien sûr. Comprendre tout mon processus et savoir réellement, en fait, mettre des mots vraiment sur ce que j'avais vécu, en fait. Et ça m'a permis vraiment de comprendre et d'éclaircir plein de choses. Et même par rapport à mon fils, je culpabilisais d'avoir pris du temps, en fait, à tout lui expliquer. Et du coup, il y avait une psychologue pendant cette formation et elle expliquait justement que plus l'enfant en avance dans l'âge, plus il faut être précise et s'approcher de la vérité. On ne peut pas tout annoncer comme ça d'un bloc, le parent est... Il y allait étape par étape. Voilà. Okay. Et que le parent était la personne la plus... à même. Voilà, à même à connaître son enfant et à savoir à quel moment, en fait, elle peut l'expliquer. Mais surtout, ne pas mentir. Ça, c'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire. Mentir et dire non, il s'est passé ça, ou elle est partie en vacances, souvent dans les familles. C'est ça. On n'ose pas dire, prononcer ces mots de mort, de ces choses-là, mais il ne faut surtout pas mentir. Il faut bien dire que la personne est décédée et voilà, d'y aller petit à petit, pas à pas. Il y en a qui le disent d'un coup. C'est important de dire la vérité. Donc, ça a été très bénéfique pour moi déjà, personnellement. D'accord. Après tout ça, tu vas décider de créer Solideuil. Ouais. En fait, ça part aussi encore d'une démarche d'une amie qui me dit, Béa, il faut que tu interviennes dans un événement où tu parles de ton parcours, c'est inspirant. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est vrai, avec tout ce que j'ai réussi à avoir, le savoir que j'ai acquis jusqu'alors, de mon parcours personnel avec cette formation, j'ai de quoi transmettre, en fait. Bien sûr. Et je pense que ça peut être très utile. Si ça a été utile pour moi, forcément... Je suis tout à fait légitime, en fait. Alors, Et puis, ça sera utile forcément pour les autres, en fait. Si moi, je me suis posé ces questions, c'est que forcément, il y en a d'autres aussi qui peuvent se poser ces mêmes questions. Et donc, du coup, je me suis dit, avant d'intervenir, je vais créer d'abord une communauté pour parler de ce sujet-là. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. C'est que je devais intervenir et au même moment, j'ai créé cette communauté et j'ai eu un déclic en me disant, je pense que ça peut être très, 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 très utile. Et c'est comme ça que Solideuil est né. Et du coup, c'est une communauté que j'ai créée dans laquelle je partage des informations que j'ai reçues à travers mon parcours personnel et mes recherches, mes lectures et formations. C'est une communauté dans laquelle aussi je permets aux gens de se libérer, de pouvoir exprimer tout ce qu'ils ont au feu d'eux et de pouvoir vraiment se sentir écoutés, comprises, et que les gens puissent vivre des expériences communes. Le deuil, on est tous amenés à vivre le deuil une fois dans sa vie. Et je pense de voir d'autres témoignages, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont vécu des souffrances similaires, ça peut être qu'utile, en fait.
D'accord. Et d'autant plus dans la communauté africaine, où on réprime beaucoup les émotions. Mort, le deuil, c'est quelque chose de très tabou. C'est encore plus tabou. Je pense qu'il était vraiment très utile et nécessaire de pouvoir créer une communauté où on peut échanger librement, sans jugement. D'accord. Je répète ça aussi, sans jugement, c'est important. Je mettrai les coordonnées, ton Insta, ton Facebook sous le podcast. Super, merci beaucoup. Et du coup, quels sont les retours que tu as justement par rapport à ça ? Écoute, cette communauté m'émerveille de jour en jour parce que j'ai des retours vraiment incroyables. Faut savoir que dans cette communauté, j'ai plus de relations en off. Quand je dis en off, c'est en dehors des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est une chose... une vitrine, en fait. Ouais, c'est juste pour avoir un peu de la visibilité et de pouvoir justement partager du contenu. Mais moi, faut savoir, je suis quelqu'un de... Très ouvert. Ouais, ouvert, mais connecté, en fait, à l'humain. D'accord. Et j'ai besoin de cette connexion humaine. Et du coup, j'échange beaucoup avec les personnes par téléphone. On s'est déjà rencontrés physiquement. Et je pense que c'est essentiel, surtout quand on vit ce genre d'épreuve. Donc, écoute, les retours sont très bons. En tout cas, ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir échanger, de se libérer, d'être comprises. Parce que vraiment, parfois, on a l'impression qu'on est seul au monde face à son épreuve et on se dit qu'il n'y a que moi qui vis ce genre de choses, alors que non. Pas du tout. L'épreuve ne s'écrit pas sur le visage d'une personne, en fait. Parfois, la personne, elle souffre en silence et elle est dans son coin. Donc, le fait d'ouvrir la possibilité de pouvoir échanger, c'est juste top. Donc, c'est très positif. En tout cas, je sais pas où ça va mener. Ça va t'emmener loin, Béatrice. Ça va mener tout ça. Mais en tout cas, je fais les... On attend le livre maintenant. Ça, c'est encore autre. Mais écoute, c'est un cheminement, ça aussi. L'écriture, ça fait un petit moment que j'avais commencé à écrire, mais j'écrivais déjà comme je parlais. Donc, j'ai fait déjà un gros travail sur l'écriture en elle-même. Et du coup, je suis confrontée aussi à la pudeur, en fait, de savoir qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je donne. Qu'est-ce que tu veux garder. Et qu'est-ce que je garde pour moi et mon fils. Et c'est ce qui, parfois, crée des blocages. Mais ce qui est beau, c'est le cheminement. Vraiment, c'est le cheminement parce que à travers l'écriture, je peux écrire pendant des heures. Déjà, à travers ces écritures, je développe plein de trucs, plein de petits outils. Mais aussi, je me rends compte que ce que je souhaite transmettre change au fil du temps, mûrit et grandit. Donc, je me laisse le temps nécessaire pour écrire ce qui me représente réellement et pas ce que je pense pouvoir transmettre. C'est vraiment, j'ai envie pour moi, l'écriture que je suis en train de faire, c'est vraiment une empreinte, c'est une trace. Donc, je veux qu'elle soit à mon image, en fait, vraiment. Donc, je suis sur le chemin. Je serai ta première lectrice. Inch'Allah. Je suis sur le chemin et c'est ce qui est essentiel. Je me mets pas de pression. Pas de pression, sinon. Et du coup, à quoi ressemble ta vie Écoute, encore plus pendant cette crise sanitaire, je m'émerveille, vraiment. Les épreuves, je vois vraiment comme... Aujourd'hui, je dis avec beaucoup de recul, attention, pour pas former de la culpabilité pour des personnes qui n'y arrivent pas, pour l'instant. Je trouve que l'épreuve est une richesse incroyable. Bien sûr. C'est une leçon de vie. Et elle m'a appris la préciosité de la vie, de l'humain et du temps que nous avons à vivre sur cette terre. Je profite au maximum de tous ceux qui me sont chers et je m'éloigne petit à petit de ceux qui pourraient me prendre trop d'énergie, sans couper. Bien sûr, je le dis. Je fais attention à ce qui m'entoure et je profite de l'essentiel, en fait. C'est-à-dire mon fils, ma relation avec Dieu, ma famille, tout ce qui est important pour moi, je le vis maintenant. Je le vis maintenant. Je précise bien maintenant parce qu'on arrivait dans un temps avec les réseaux sociaux où on a l'impression de... Enfin, moi personnellement, je dis ça, c'est ma vision des choses, c'est que de vivre à 200 000 à l'heure et de ne pas pouvoir justement revenir à l'essentiel, en fait. Ce que j'ai appris à travers l'épreuve de mon mari, c'est que tout ce qui est matériel, tout ce qui est futile, s'en va, en fait.
qui reste, c'est l'essentiel. La famille, les proches, l'amour, les connexions humaines. J'ai énormément appris à travers mes épreuves. J'ai appris à travers les rencontres, comme toi aujourd'hui, Aïcha. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. C'est super important. La connexion humaine, c'est l'une des choses qu'il y a de plus riche sur cette terre. Et il ne faut pas s'en priver. Tout à fait. Parce que plus on rencontre des gens, plus on ramène des gens sur cette route, sur ce chemin, plus on grandit, on évolue, notre cœur s'ouvre, on s'émerveille vraiment de plein de choses et de la beauté humaine, en fait. Bien sûr. C'est beau ce que tu dis. Bon, moi, je suis de celles qui pensent qu'on ne refait pas sa vie, mais plutôt qu'on la continue. Ouais. Est-ce que tu te demandes parfois si un jour, tu vas pouvoir reconstruire une autre vie avec quelqu'un d'autre? Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, non, mais je crois en l'amour. Non, mais vraiment. Vraiment, Aïcha, je crois en l'amour. Je crois que tout est possible. Je me prive pas du tout, en fait. Je suis ma route. Je sais jamais ce qui va se trouver sur cette route, en fait. Je continue. Il y a parfois encore des épreuves où on pense que c'est ça et finalement, ce n'est pas. Mais je me dis, tant que je suis mes intuitions. Et généralement, les intuitions ne nous trompent pas. Exactement. En fait, si je me sens que mon cœur, il est serré et que ça va pas, ben, je sens qu'il faut que je change de trajectoire, en fait. Juste que je change de trajectoire et je continue à avancer. Et je me dis que jusqu'à présent, tu vois, j'ai vécu des épreuves. Ça m'a emmené à chaque fois dans des chemins, parfois douloureux. Sinueuses. Ouais, voilà. Mais c'est le chemin de la vie, en fait. C'est ça, tout à fait. Exactement. C'est le chemin de l'apprentissage. Et du coup, je me ferme à aucune opportunité. Hein. Vraiment, aucune. Seulement, je me dis, aujourd'hui, je me connais encore mieux. D'accord. Mes attentes, elles sont différentes. À travers mes épreuves et les rencontres que j'ai faites, j'ai changé. Enfin, j'ai pas changé, mais j'ai grandi, j'ai évolué. Et aujourd'hui, ça fait tout ce que je suis aujourd'hui, c'est pas que mes épreuves. C'est mes épreuves, c'est les rencontres, c'est le cheminement, mes ressources aussi internes, les valeurs, ce que ma famille m'a transmis, toutes ces valeurs-là. Tout ça fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, oui, je crois en l'amour. Sinon, vraiment, je me dis, c'est ce qu'il y a de beau, justement. C'est de pouvoir, justement, vivre les épreuves et après de rebondir et de se dire que, si, je crois même que je peux vivre encore mieux. Après l'épreuve se cache un bien, bien meilleur. J'ai toujours cru en ça. Si j'ai vécu mon premier amour, je l'ai perdu, j'ai connu l'amour extraordinaire avec mon défunt mari, je connaîtrai encore mieux. C'est tout ce que je te souhaite. Mais vraiment, oui, mais Amine, je me le souhaite aussi, mais parce que je me dis, en fait, que rien n'est impossible. Et mieux, je l'englobe encore dans plein de choses. Hein. Ça veut pas forcément dire le mariage, comme je sais pas, comme on pourrait l'imaginer. Mais en tout cas, je me dis, dans mon cœur, dans mon état, je serai mieux. Tu vois, c'est plutôt comme ça que je le vis, Inch'Allah. Donc, j'ai confiance en ça et je me dis, oui, se cache un bien, bien meilleur. Et d'ailleurs, je vois mon évolution. D'accord. Toute la richesse que j'ai reçue à travers cette perte, déjà, je suis bien, en fait. Ouais. Ça va transformer, hein. Ouais, c'est une transformation. C'est une transformation et on grandit, on évolue. C'est beau. Et déjà, je vis cette invocation. Vraiment, cette épreuve m'a rendu meilleure. Donc, le bien qui se cache derrière, on peut pas savoir quel bien se cache, mais en tout cas, je ne doute pas. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent là maintenant? Comment vivre son deuil? Ne pas rester seul. D'accord. Je pense que c'est primordial. Ok, on a notre connexion, quand on est croyant, on a notre connexion avec Dieu. C'est essentiel. C'est essentiel pour tout ce qui est intrinsèque, en fait, tout ce qui est à l'intérieur de soi. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on ressent. Tout ce qu'on ressent, le manque, l'absence, et tout ça, en fait, on le vit dans le corps. Bien sûr. Et le corps est affecté par ça. Et je pense que d'avoir du soutien, un entourage, des gens qui nous aident dans les tâches de la vie quotidienne, tout ça, c'est important. S'il n'y a pas ça, il y a d'autres choses qu'on peut mettre... qui sont mis à disposition des associations, la communauté Solideuil. Tout à fait. Donc, je mettrai le lien, je le répète. Et du coup,
voilà, de pas s'isoler et se dire qu'il y aura toujours des écoutes qui peuvent être là pour ces personnes-là. Je parlerai aussi pour les aidants. On fait ce qu'on peut. D'accord. L'essentiel, c'est d'être présent, de pouvoir d'avoir une présence exclusive et attentive auprès des endeuillés pour pouvoir les soutenir dans les meilleures conditions. Et voilà, j'aimerais aussi rajouter que plus on va parler de la mort, de la perte d'un proche, plus aussi on va préparer nos enfants à ça. On n'est jamais prête à 100% de perdre nos proches, c'est ce qui nous effraie généralement. Sûr, tout à fait. Mais plus on va en parler, plus ça va être quelque chose d'automatique, des gestes et des paroles qui seront simples et fluides en fait, bien que la situation soit difficile. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on rende cette situation déjà douloureuse encore plus douloureuse et continuer à parler de ces thématiques qui sont certes difficiles, mais importantes parce qu'on est tous amenés à vivre la perte d'un proche. C'est sur ces précieux conseils que l'on va conclure. Merci infiniment. Je t'en prie, Aïcha. D'avoir accepté mon invitation. Franchement, je sais que c'est assez particulier de parler et de venir se confier sur un podcast, sur un thème aussi personnel. Merci infiniment pour cet épisode très profond, riche, lumineux. Et merci en tout cas pour ta confiance. Merci à toi, Aïcha. Et merci pour tout ce que tu fais, pour ce travail que tu mets en œuvre. Vraiment, de pouvoir laisser la parole à toutes ces femmes. Pour toutes ces femmes. Non, mais c'est super important. Tu sais, ok, il y a tout un système de communication qui est mis en place à l'heure actuelle. Et je trouve que ça fait partie des choses qui sont bénéfiques, en fait. Ok, il y a des choses que... Autant on peut être exposé à des choses difficiles, enfin des choses qui sont pas en accord avec nos valeurs, mais pour ces choses-là, je trouve que c'est essentiel, enfin vraiment de pouvoir mettre de la lumière dans des choses qui sont profondément tabous. C'est ultra important. Donc, merci à toi de permettre à toutes ces femmes de pouvoir transmettre leur message, transmettre leur lumière, transmettre toute leur expérience de vie qui peuvent être justement profitables à plein d'autres personnes. Et même si c'est pour sauver 1, 2, 3, 4, 5 personnes, aider, on va dire. Pas sauver, mais aider. C'est juste honorable. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie, comme vous l'avez entendu, hors du commun. Alors si vous aussi vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez également venir briser un tabou, je vous invite à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans un mois sur le podcast Jigen sans tabou pour un nouveau témoignage et briser ensemble tous les tabous. À bientôt.